Bonjour, aujourd'hui on est le 21 octobre 2025. Bon, je vais juste vous faire une petite revue de presse, hein, comme j'ai l'habitude de le faire, euh, concernant des éléments dont j'avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. C'est notamment, vous savez, ce qu'on appelle les Sayanim en France ou dans le monde occidental. Je vous invite à lire le livre de Jacob Cohen qui s'appelle Le Printemps des Sayanim. Vous serez effaré de ce qui se passe. Vous savez, c'est l'exemple que je donnais l'autre fois. Comment se fait-il que les souverainistes français ou les nationalistes français ou les patriotes comme vous voulez, hein, parce qu'on les appelle comme vous, mais pour moi, patriote, c'est simplement la capacité de défendre son pays. Hein, voilà. Ça n'a rien à voir avec aimer son pays ou ne pas aimer son pays. D'ailleurs, la défense de la patrie est normale et dévolue aux militaires et aux gendarmes et souvent aux douaniers, quoi. Par contre, les nationalistes, c'est ce comme on dit, hein, c'est ceux qui assument toute l'histoire de France, donc de Vincent Jotorix à Emmanuel Macron, donc en passant par les Mérovingiens, les Carolingiens, euh, les Capétiens, voilà, les Orléanais, les Bourbons, tout ça, quoi. Hein. Donc tous les rois de France, l'Empire de Napoléon Ier, l'Empire de Napoléon III, donc Pétain et De Gaulle. Voilà, jusqu'à présent, il faut assumer tout ça. C'est ça le nationalisme. Hein. Donc, bon, le souverainisme, par contre, c'est autre chose. C'est qu'on souhaiterait que son pays soit souverain, hein, qu'il prenne ses décisions, qu'il ait la main sur sa justice, son armée, son Assemblée nationale, ses institutions, toutes ces institutions, quoi. Hein, donc, notamment l'armée, la justice, la santé, l'éducation, le fait de battre sa monnaie. Voilà les éléments de souveraineté, quoi. Donc, mais moi, ce que je vous demande, les souverains, parce qu'on est tous souverains, parce qu'on souhaiterait bien que notre pays, la France, quitte cette Union européenne-là qui nous pille de l'argent, qui fait n'importe quoi, en fait. Mais la question que je vous pose, c'est comment se fait-il que, je l'ai posé l'autre fois aussi, comment se fait-il que la France et la plupart du temps l'Occident acceptent, hein, que des franco, c'est-à-dire que les gens qui ont une double nationalité, par exemple, je prends l'exemple des franco-israéliens, hein, soient députés français. L'exemple le plus typique, c'est Meyer Habib. Vous savez, l'ancien député français, les Français de l'étranger. Parce que Meyer Habib, c'était un proche du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Hein. Et pourtant, c'était un député français. Donc, il devait voter, enfin, il votait les lois de la République française. Hein. Maintenant, il a été remplacé par une dame qui s'appelle Caroline Diodan. Mais c'est pareil, elle vote les lois de la République française. Et je me demande même si elle non plus, elle n'est pas proche du régime israélien, donc de Benjamin Netanyahou. Hein. Et apparemment, il y en a 70 comme ça dans l'Assemblée nationale et au Sénat. Au Sénat, voilà. Hein. Si on partage les deux, il doit y avoir à peu près 70 franco-israéliens qui sont près du régime des Israéliens et qui votent nos lois françaises. Est-ce que vous pensez que sous De Gaulle, ce serait accepté, ça? Je ne dis pas qu'il y ait des juifs qui sont français, hein, des Français juifs qui votent des lois françaises, ça c'est normal. Par exemple, si vous prenez Michel Debré, il avait des ascendants juifs, hein, lui, des ascendants juifs, pardon. Et pourtant, c'est avec lui que la Constitution de 1958 a été écrite. Ça n'empêche pas. Mais la question que je vous pose, est-ce que si un proche, enfin, ou bien est-ce qu'on accepterait en France qu'un proche d'Abdelmajid Tebboune, ça y est, le président algérien, hein,
soit député à l'Assemblée nationale française, c'est-à-dire un proche de président algérien. Est-ce qu'un franco-tunisien proche de Kaïf Saeb pourrait être député à l'Assemblée nationale française? Est-ce qu'un franco-marocain proche du roi du Maroc ou du régime marocain pourrait être député à l'Assemblée nationale française? Est-ce qu'un franco-russe proche du régime, du gouvernement de Vladimir Poutine pourrait être à l'Assemblée nationale française? Est-ce qu'un proche de Xi Jinping, du président chinois, s'il est franco-chinois, pourrait être député à l'Assemblée nationale française? Vous voyez? Ou un franco-sénégalais proche du régime de Bachir Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, pourrait-il être accepté comme député à l'Assemblée nationale française? Je ne suis pas sûr, vous voyez? Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est il n'y a même pas, même parmi les Européens, il n'y a pas de députés franco-allemands qui sont dans l'Assemblée nationale française. Il n'y a pas de députés franco-belges qui sont dans l'Assemblée nationale française. Il n'y a pas de députés franco-espagnols qui sont dans l'Assemblée nationale française. Il n'y a pas de députés franco-grecs qui sont dans l'Assemblée nationale française. Enfin, qui sont proches des régimes dont je parle. Après, les gens aient la double nationalité, qu'ils soient à l'Assemblée nationale, ça c'est normal. Mais c'est surtout d'être proche du régime, de régime étranger. Parce qu'encore les pays que j'ai cités là, l'Espagne, l'Allemagne, même si c'est la Grande-Bretagne, la Grèce, la Belgique, ce sont des pays européens. Mais Israël, c'est un pays étranger. Ce que je voudrais savoir, Israël est-il un pays étranger ou est-il un pays, un département français? Voilà. Si vous me répondez à ces questions-là, ben, je comprendrai. Je ne sais pas si vous me répondez positivement. Donc, voilà. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'étrangers, les étrangers font ci, font ça. Donc, vous savez, ces gens-là, ce sont des sayanim. Ces sionistes qui sont dans l'Assemblée nationale, qui votent qui sont à la fois franco-israéliens et qui votent des lois dans l'Assemblée nationale française. Ce sont des infiltrés, en fait. Vous savez, parmi eux, il y a des gens comme... D'ailleurs, ils changent souvent de nom. C'est des gens comme Patrick Bruel. Vous savez, Patrick Bruel, il ne s'appelle pas Patrick Bruel, il s'appelle Patrick Benguigui. Enrico Macias. Bon, évidemment, il n'est pas à l'Assemblée, mais je parle simplement de quelques sionistes qui font la taquia, parce qu'on nous dit toujours que ce sont les musulmans qui font la taquia. La taquia, c'est-à-dire c'est le fait de se cacher, de faire croire aux gens qu'on est avec les gens du lieu dans lequel on est, alors que dans sa tête, on est pour un autre pays, quoi. C'est-à-dire qu'ils font semblant qu'ils sont avec la France, alors qu'ils sont avec Israël. Donc je disais que, par exemple, Enrico Macias, il ne s'appelle pas Enrico Macias, il s'appelle Gaston Grenacia. Anne Sinclair, elle ne s'appelle pas Anne Sinclair, elle s'appelle Anne Rosenberg. Et Arthur, vous savez, l'animateur Arthur, il ne s'appelle pas Arthur, il s'appelle Jacques Essebag. Voilà, il y a plein de cas comme ça. Donc, vous savez, c'est ça, c'est des infiltrés en fait, la plupart du temps. Donc, ils sont infiltrés d'ailleurs grâce au CRIF, grâce à l'OJE, Organisation Juive Européenne, grâce à la LICRA, grâce à l'UEJF, Union des étudiants juifs de France. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que on a associé le CRIF à l'ARCOM. C'est simplement pour contrôler les libertés d'expression en France. Parce que quand les soldats franco-israéliens qui ont commis des génocides en Palestine reviendront en France, dès que vous les critiquez, on va vous traiter d'antisémite. On va encore voter des lois pour vous limiter encore plus la liberté d'expression. Ils vont voter les lois liberticides. Déjà que la liberté d'expression est très limitée, ce sera encore pire. Vous voyez?
Donc, voilà, moi, je voudrais que vous me répondiez à ces questions-là, quoi. Et pourquoi vous acceptez des franco-israéliens dans l'Assemblée nationale française, qui sont surtout proches d'un régime génocidaire, vous voyez? Parce que là, c'est reconnu, hein. Voilà, donc c'est reconnu. Donc, ils sont aussi, de toute façon, ils sont infiltrés dans tout l'Occident, hein. Ils sont infiltrés dans tout l'Occident, donc notamment aux États-Unis, hein. Donc, voilà, c'est pour ça que les États-Unis, c'est pareil, ils s'agitent là-bas en disant que c'est les étrangers qui ont fait ça, c'est les étrangers qui ont fait ci. Mais non, c'est pas vrai, hein. D'ailleurs, je vous rappelle, ces Sayanim-là, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de la taxe carbone? Vous vous rappelez d'un type qui s'appelle Marco Mouli? Il fait partie de la bande des individus qui ont fait l'escroquerie à la taxe carbone. Et l'escroquerie se montait à peu près, je pense, entre 6 milliards d'euros en France, 6 à 10 milliards d'euros en France, et si je ne me trompe pas, dans les 60 milliards dans l'Union européenne, quoi, hein. Et cet argent, il est parti où? Il est parti en Israël. Et vous vous rappelez de l'escroc américain, là aussi, le plus grand escroc américain, Bernard Madoff. Il avait escroqué 65 milliards de dollars. Et cet argent-là, il y en a qui supposent qu'une partie est partie en Israël. Et en plus, une fois qu'il faut une escroquerie dans l'Union européenne, et notamment en France, ils s'enfuient en Israël et on ne peut rien contre eux. Parce qu'Israël refuse de les extrader ensuite. Vous voyez? Et on veut nous dire que ce sont les immigrés qui dégrèvent le budget de la France. Non, parce que vous savez, un pays, s'il s'appauvrit économiquement, forcément, il y a de la violence, comme je l'ai dit l'autre jour, hein. Et les gens deviennent de moins en moins cultivés aussi, parce que les gens ne s'intéressent plus à rien. Parce que vous savez, la pauvreté économique va avec la pauvreté mentale, hein. Voilà. Donc aux États-Unis, c'est pareil, il y a plein d'escroqueries des mafias juives. Enfin, je ne dis pas que tous les juifs sont des mafieux, mais il y en a quand même quelques-unes. Notamment en France, si vous prenez, vous vous rappelez du commissaire de Lyon, là, Michel Néret, hein? Il est tombé parce qu'il s'était accoquiné avec la mafia juive lyonnaise, les Bénichou. Et je pense elle est Ben Soussan. C'est comme ça qu'il est tombé, lui, Michel Néret. Pourtant, c'était un grand commissaire. Et je disais tout à l'heure, aux États-Unis, c'est pareil, hein. Les sionistes sont dans le Congrès américain grâce à l'AIPAC et l'Anti-Diffamation League. Et là-bas aussi, on dit que ce sont les immigrés qui dégrèvent le budget des États-Unis. Non, mais les États-Unis se trompent, hein. D'ailleurs, Donald Trump, il s'agite en fustigeant les immigrés, en voulant tous les expulser. Moi, je veux bien. Mais il faut quand même se rappeler que les Européens qui sont aux États-Unis sont d'origine, la plupart des États-Unis blancs qui sont aux États-Unis sont d'origine européenne, hein. Notamment, ce sont des Français, des Espagnols, hein, des Allemands, des Néerlandais, hein, des Belges, des Écossais, des Gallois, des Irlandais et des Britanniques et des Anglais, hein, ainsi que des Suédois, hein, comment ça s'appelle, des Scandinaves, c'est-à-dire des Danois, des Suédois, des Norvégiens, des Finlandais et des Islandais. C'est ça qui constitue le socle européen des États-Unis. Bon, après, il y a eu d'autres immigrations. Évidemment, il y a aussi une population juive, hein, qui était partie des pays de l'Est pour aller aux États-Unis, pour aller vivre là-bas. Mais ça, c'est pas les Européens d'origine, ça. C'est pas ça. Moi, je parle des gens qui étaient là avant l'indépendance des États-Unis en 1796, hein, lorsqu'ils se sont libérés du roi Georges III. Parce qu'ils en avaient marre d'être soumis à un royaume, quoi, hein. Donc, mais quand ils sont installés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant même de prendre l'indépendance, quand ils sont arrivés aux États-Unis, qu'est-ce qu'ont fait les Européens? Ils ont d'abord commencé à détruire les autochtones, les Amérindiens. Ils les ont tous détruits, hein. Et ils ont tout bousillé là-bas, tout bouffé, hein, notamment, par exemple, les bisons. Vous savez, dans un village indien, on tuait un bison pour une saison. Et quand les Européens sont arrivés, ils ont massacré tous les bisons pour vendre leur peau, pour dépouiller les bisons de leur peau, pour les vendre. C'est comme ça que le massacre avait commencé et a continué. Donc voilà. Donc la deuxième chose dont je voulais parler,
c'était, vous savez, ce qu'on appelle, moi j'appellerais ça amour, gloire et mariage mixte. Parce que j'entends souvent dans les forums de discussion, là, des live TikTok, qu'il y a des Européens qui vont épouser des Africaines ou des Africains. Hein, il y a des hommes de 50 ans, de 60 ans qui vont épouser des jeunes Africaines en Afrique. Ah, mais ça ne se passe pas que pour l'Afrique. Hein. Ils vont aussi, il y a des gens, des Européens ou des Français de 50 à 60 ans qui vont épouser des gens d'Amérique latine, hein, d'Amérique centrale, du Mexique, hein, et d'Amérique latine, notamment Argentine, Chili. Hein. Et donc là, pour l'Amérique centrale, il y a le Honduras, le Nicaragua, tout ça. Ils vont chercher des femmes là-bas. Il y en a d'autres qui vont, des hommes européens, des hommes européens de 50 à 60 ans qui vont chercher aussi des femmes asiatiques au Vietnam, en Thaïlande, au Laos et, et au Cambodge. Hein. Et bon, il y avait des fois des Chinois. Hein, et même des Chinoises et même des Japonaises. Il y en a aussi qui vont les chercher dans les pays de l'Est, tels que la Russie, la Pologne, la Roumanie, hein, etc., la Yougoslavie. Hein. Donc, mais ça, c'est pas, ils ne vont pas chercher les femmes qu'en Afrique. Hein. Il y a aussi des femmes de 50 à 60 ans qui vont chercher des hommes en Afrique. Mais là, par contre, c'est surtout, voilà, c'est vrai que les femmes européennes vont plus souvent chercher les hommes en Afrique. Hein, parce que, bon, comme les Africains ont la réputation d'être sexuellement plus vigoureux, donc ils vont les chercher la plupart du temps pour ça. Ça y est, j'entendais l'autre fois, bon, je pense que la dame là qui s'appelle Karine Kotchlov, avec qui j'ai discuté, elle disait que les Européens n'aiment que par amour. Mais non, mais après, moi, je lui ai demandé de me définir ce que c'est que l'amour. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle là-dessus. Parce que l'amour, si c'est l'attachement, l'affection, l'engagement, le désir, l'attirance d'une personne à l'autre, je suis d'accord. L'attirance de tout ça d'une personne par rapport à l'autre, je suis d'accord. Et par contre, vous savez, l'amour qu'on nous a montré dans les bandes dessinées, dans les dessins animés de Walt Disney, vous savez, l'histoire du chevalier servant, hein, des histoires d'amour qui ont été nourries par des feuilletons tels que Amour, gloire et beauté, hein, les feux de l'amour, Dallas, Dynastie, actuellement Nina TV, Novelas TV et les films indiens ou hindous comme vous voulez. Hein. C'est ça qui nourrit cette théorie de l'amour. Mais l'amour, en fait, c'est juste une construction. Hein. C'est une construction, voilà, ben, parce que vous savez, il y a par exemple en Europe, la plupart du temps, il y a des gens qui ont des maisons qui sont assez riches, qui sont tout seuls et qui cherchent des compagnes ou des femmes qui cherchent des compagnons, hein, parce que c'est pour combler la solitude. Ce n'est pas par amour, c'est juste pour ne pas être seul. Hein, pour être accompagné, pour avoir un complément. Hein, parce que la femme est complémentaire de l'homme, l'homme est complémentaire de la femme. Hein. Si c'est des jeunes, c'est pour se reproduire aussi. Hein. Donc, parce que sinon, la plupart des jeunes hommes, ils iraient épouser des femmes de 35, 40, 50 ans. Hein, des jeunes hommes français ou européens. Hein. Donc là, ces mariages mixtes, là, ça existe de tous les côtés. Et il y a des problèmes partout. C'est pas que les problèmes ne se passent pas qu'avec les Africains ou des Africaines. Hein. D'ailleurs, les Européens, vous savez, bon, c'est vrai que moi j'entendais l'autre fois concernant la fille Vivi là, qui critiquait son mari Fred. Bon, il disait qu'il avait sexuellement, il n'était pas performant. Vous savez, le problème c'est que la plupart des Européens blancs, surtout à partir de 50 ans, ils ont le ventre bedonnant. Hein, donc, vous savez, des fois, il y en a même qui arrivent même plus à voir leur poutre, même en érection. Hein, même s'ils sont en érection, ils ont le ventre tellement bedonnant, ils ne voient pas leur poutre. Donc, vous voyez, donc, comment voulez-vous faire avec ça? Et vous savez que la force d'un homme se trouve dans ses muscles abdominaux. Hein. Enfin, dans le buste, soit, on va dire, dans les abdominaux et les dorsaux. Hein, c'est là où se trouve la force d'un homme.
Donc, tous ceux qui nous disent que c'est les Africaines qui posent problème, oui, il y en a, on ne peut pas le nier. Mais ça se passe pas qu'avec les Africaines, ça se passe partout, hein. Vous savez, il y a même des agences matrimoniales en France, hein, qui cherchent des femmes ou des hommes pour les Français. Enfin, en général, ils les cherchent plus du côté des pays de l'Est, hein, pour les hommes, hein. Mais les femmes, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, les femmes de 50-60 ans, elles vont plus en Afrique pour chercher les hommes parce que là-bas, les jeunes hommes sont réputés être plus vigoureux sexuellement, hein. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous dire que les Européens se marient en plus que par amour. Donc, ce n'est pas vrai, parce que pourquoi dans ce cas, il y a des divorces? Vous savez, il y a des gens qui restent ensemble pendant quelques années, dès qu'ils se marient, ils divorcent. Vous savez, le mariage, ce n'est comment ça s'appelle, l'acte de mariage, le papier de mariage, ce n'est qu'un papier administratif, hein. Le fait que les gens s'entendent, ça n'a rien à voir avec ça, hein. On peut être ensemble sans même se marier. Il y a plein de gens qui sont comme ça, hein. Et le fait de dire que les hommes français les plus âgés vont chercher les jeunes femmes en Afrique parce que l'Afrique est pauvre. Oui, c'est vrai, parce que c'est surtout dans les continents pauvres, hein, tels que l'Amérique latine, l'Afrique, ou une partie de l'Asie, l'Inde normalement, le Bangladesh, hein, le Sri Lanka. C'est là-bas qu'ils vont chercher les femmes parce que c'est des zones plus pauvres. Ça, même si le continent est riche, même si le pays est riche, par exemple, l'Inde n'est pas pauvre, mais il y a quand même beaucoup de pauvreté. Donc, il y a des gens qui vont chercher des filles là-bas. Donc, mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a vous savez, il y a des jeunes filles aussi qui choisissent des hommes riches en Europe, hein, ce qu'on appelle les super daddies, là, des hommes assez riches qui prennent des femmes plus jeunes, hein. C'est le cas de Melania Trump et de Donald Trump, hein. Donald Trump, il a 79 ou 80 ans et sa femme, elle a 55 ans. Melania Trump, elle a 55 ans. Donc, il y a quand même 24 ans de différence, hein. Tous les modes de relation existent, hein. Bon, le cas de notre président aussi, Emmanuel Macron, qui a 24 ans de différence avec sa femme, hein, Brigitte Macron. Donc voilà. Donc, faut pas nous dire que les Européens se marient que par amour. Non, c'est pas vrai, hein, que le whitey, le blanc ne se marie que par amour. Mais dans ce cas, pourquoi, par exemple, François Mitterrand, il avait sa femme Danielle Mitterrand avec qui il s'était marié, et pourtant il avait comme amante maîtresse Anne Pinjot, avec qui il a eu d'abord un enfant, hein. Donc, et les rois de France, et si vous regardez bien les royautés françaises, les rois de France, ils avaient une femme, mais plein de maîtresses, hein. Mais c'était pourtant par mariage. Oui, vous me direz, à l'époque, c'était un mariage politique. On est d'accord. Mais vous savez, le mariage, c'est toujours une question d'intérêt, hein. Dans toute la vie, c'est une question d'intérêt. Ça peut être un intérêt charnel, un intérêt spirituel, un intérêt matériel, hein. Mais c'est quand même un intérêt. Il y a un intérêt quelque part. L'intérêt peut être minime ou majeur, mais c'est toujours une question d'intérêt. Voilà. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que les Blancs, les Whiteys, les Européens ne se marient que par amour. Ça, c'est pas vrai, hein. Parce que même, c'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de polygamie, mais en général, dans les familles polygames, il y a moins de divorces, hein. Et en Europe, comme il y a la monogamie, ben, ça n'empêche pas que les hommes aillent chercher des maîtresses, hein, hein. Il y a beaucoup d'infidélité d'ailleurs, beaucoup d'infidélité, hein, beaucoup de divorces depuis la multiplication de la monogamie, hein, et donc il y a beaucoup de divorces, hein, et beaucoup de dépression en plus. Donc voilà, il ne faut pas nous dire que les Européens ne se marient que par amour. Ça, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Il y a des gens qui se marient, qui ont une femme et qui ont des maîtresses partout, hein. Ça, c'est pas qu'en Afrique que ça se passe. Donc maintenant qu'on nous dise que effectivement il y a des Africains qui profitent pour arriver en Europe, ça on peut pas le nier, c'est vrai, mais ça peut être aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes. C'est pas que les femmes qui font ça, hein. Donc voilà, donc faut donc que les gens arrêtent de dire que ça ne se passe qu'en Afrique. Mais bon, même ici, je vous ai dit, hein, il y a des jeunes filles qui s'attachent à des hommes riches, bon, ben, parce qu'ils ont intérêt. C'est pas une question d'amour, c'est juste une question d'intérêt parce qu'ils ont envie d'avoir un niveau de vie plus élevé, plus important. Donc voilà. Et bon, là,
bon, c'est ça que je voulais dire là-dessus, là, quoi. Bon, ce qu'on appelle amour, moi je rappellerais ça amour, gloire et mariage mixte, moi. Voilà. Et bon, mais ça, bon, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, ou être d'accord avec moi. Mais il y a plein de cas, il y a plein de cas comme ça, hein. Ben, les histoires, évidemment, là, on parle des Africains parce que c'est une Africaine qui a révélé sur TikTok que son mari était impuissant. C'est-à-dire que moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir exposé la sexualité, l'intimité de son mari sur les réseaux sociaux. Ça, oui, ça a été l'erreur, quoi. Mais elle aurait pu partir, demander le divorce. Mais ça existe tout le temps. Hein, c'est pas qu'entre blanc et noir ou entre noir et autres. Ben, c'est partout, ça se passe partout, partout. Hein. Donc voilà. Alors la troisième revue de presse que je voulais vous dire, c'est concernant la terreur en Afrique. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de terreur, de terrorisme au Mali, au Burkina, au Bénin, au Togo, hein, au Niger, hein, au Nigeria avec Boko Haram, ainsi qu'au Cameroun avec Boko Haram. Hein. Mais au Sahel, par exemple, du côté du Mali, du Burkina, du Niger, du Bénin et du Togo, on nous dit que c'est parce que les djihadistes avaient pris les armes qui étaient en Libye en 1911, après que Kadhafi ait été tué par l'OTAN, quoi. Hein? D'accord, mais ça fait quand même 14 ans depuis que Kadhafi est mort, hein, depuis que ces armes-là ont été dérobées. Mais moi, je ne suis pas sûr que ce sont ces armes-là qui servent toujours. Et en plus, ces gens qui ont ces armes-là, ils n'ont pas d'usine d'armement, ils n'ont pas d'usine de munitions. Et qui est-ce qui leur donne ces armes-là et ces munitions-là? Hein? Et qui est-ce qui leur donne aussi les voitures, les 4x4, les pick-up avec lesquels ils se déplacent partout? Certes, des fois, ils arrivent dans une base militaire, ils tuent les militaires et récupèrent les armes, on est d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Hein. À mon avis, il doit être quand même financé par certains pays du Golfe tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Hein. Ça, je suis à peu près certain. Donc, à mon avis, ces djihadistes-là sont soutenus par des gens parce que c'est pas possible que depuis ces temps-là, il y a toujours des morts en Afrique. En Afrique, c'est tout dans le Sahel, quoi. Hein. Donc, ce qui empêche l'Afrique, le Sahel de se développer, d'ailleurs. Hein. Parce que quand vous n'êtes pas tranquille, si vous pensez à vous battre, si vous passez votre temps à vous battre, vous ne pouvez pas vous développer. Hein. Et puis, il y a eu ces histoires de coups d'État aussi qui sont passées depuis des années. Hein. Donc, vous savez, en Afrique, il y a toujours ce qu'on appelle les ennemis de l'intérieur. Hein. Les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire que, bon, on nous dit, oui, c'est pas. L'autre fois, j'entendais M. Hervé Maïka qui disait que lui, il n'a jamais vu un impérialiste faire un coup d'État en Afrique ou tuer un Africain. Certes, l'impérialiste ou le néocolonialiste, il va souvent pas appuyer sur sa détente lui-même, mais il trouve toujours un traître à la cause de son pays, hein, ce qu'on appelle un ennemi de l'intérieur. C'est le cas de Sylvanus Olympio en 1963, quand il a voulu sortir du franc CFA, hein, quand il ne voulait pas le franc CFA, il s'est fait tuer par Gnassingbé Eyadema. Hein. C'est certes Gnassingbé qui a appuyé sur la détente, mais à mon avis, il était envoyé par Charles de Gaulle, président de la France, et Jacques Foccart. Hein. Il y a eu aussi le cas de Sankara, qui voulait développer son pays et sortir du franc CFA. Hein. Et il a été tué par qui? Par Blaise Compaoré, son frère d'armes, son ami. Et qui est-ce qui était derrière ça? C'était Houphouët-Boigny, qui était aidé par François Mitterrand. Donc évidemment, ce n'est pas les gens de Mitterrand qui ont appuyé sur la détente. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a toujours des traîtres ou des ennemis de l'intérieur. Si vous vous rappelez aussi de Patrice Lumumba, vous savez, au Congo, hein, c'est Mobutu, c'est la bande à Mobutu qui l'a tué, certes. Mais c'est les Belges qui étaient derrière. C'est le gouvernement belge qui était derrière. Il y a plein de cas comme ça. Vous vous rappelez de Tombalbaye aussi au Tchad. Lui, il a été bombardé hein, par l'armée française. Hein. Vous vous rappelez aussi de Bokassa. Vous savez, Bokassa, il a remplacé un monsieur qui était soutenu pourtant par la France. Hein, ça n'a pas empêché. Hein. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, après, moi, je vous dis, je ne confonds pas la France. Hein. C'est vrai que je dis la France, mais c'est surtout le gouvernement et l'État français. Hein. Donc, si eux, ils ne peuvent pas faire les coups d'État, ils trouvent toujours des ennemis de l'intérieur qui sont encore plus dangereux. Hein. Mais c'est toujours le cas.
Hein. Donc je disais tout de suite, il y a eu Tombalbaye au Tchad, le gars que Bokassa a remplacé en Centrafrique. Hein. Vous vous rappelez aussi de Sékou Touré, hein, lorsqu'il a refusé de rejoindre l'Union française, l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest, sous couvert de la France. Mais ils lui ont fait tout un tas de tracasseries. Il y a eu des tentatives de coup d'État, notamment l'opération Persil. Évidemment, si l'impérialiste lui-même, il ne peut pas agir, parce que des fois, ils agissent. Hein. C'était le cas quand ils envoyaient des mercenaires tels que Bob Denard, quand il a fait des coups d'État aux Comores. Hein. Et même, il était même allé au Congo, hein, Bob Denard. Mais ça ne se passe pas qu'en Afrique, ça se passe aussi en Amérique latine. Hein. Vous savez, on nous dit, oui, il y a pas, on ne voit pas les impérialistes, la main des impérialistes. Oui, mais par exemple, si vous prenez le cas de Pinochet au Chili en 1973, mais forcément, c'est des Chiliens, c'est un Chilien qui a fait le coup d'État. Mais c'est la CIA qui était derrière. Hein. La dictature en Argentine, c'était la CIA qui était derrière aussi. La dictature au Brésil, pareil. Toutes les dictatures d'Amérique latine, hein, le président du Panama, là, vous savez, qui était d'ailleurs un agent de la CIA. D'ailleurs, il a été emprisonné par la CIA, mais on sait maintenant que c'est un agent de la CIA, l'ancien président du Panama. Mais ça s'est toujours passé comme ça. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. Les gens ils vous disent, oui, présentez-moi un impérialiste qui a tué. Non, mais forcément, l'impérialiste, s'il ne peut pas faire un bombardement directement, il a toujours des agents. Parce que rappelez-vous même le révolutionnaire, là, Che Guevara de la Sierra, Ernesto Che Guevara de la Sierra, il a été tué en 1968 en Bolivie. Hein. C'est certes les Boliviens qui l'ont tué, mais c'était la CIA qui était derrière. Parce que Che Guevara faisait partie des révolutionnaires cubains, hein, avec Fidel Castro. Et comme les États-Unis en voulaient à Castro et à tous ces révolutionnaires, c'est pour ça qu'ils l'ont massacré. Voilà. Mais tout ça, c'est que voilà, il y a des gens qui les soutiennent, ces gens-là. Parce que, comme je vous dis, au Sahel, ces gens, ils n'ont pas d'usine d'armement, ils n'ont pas d'usine de munitions, ils n'ont pas d'usine de voitures. Hein. Et pourtant, ils ont tout ça. Il y a quand même des gens derrière qui les financent. Et comme les Africains, la plupart des Africains, c'est des idiots, comme je disais tout à l'heure, comme ils sont économiquement pauvres, ils sont aussi pauvres mentalement. Parce que ça, c'est que la pauvreté mentale qui permet à quelqu'un d'aller tuer son frère parce qu'il est envoyé par un étranger. Hein? Évidemment, la mentalité, la pauvreté économique s'accompagne souvent de la pauvreté mentale. Hein? Et d'ailleurs, ce qui est en train d'arriver dans notre pays, en France. Hein. On dit que ouais, ce sont les immigrés qui sont violents, la violence est liée aux immigrés. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si tout l'argent est volé, si l'argent du pays est pillé, hein, et amené dans toute l'Union européenne, en Israël et dans d'autres pays, donc forcément, le pays s'appauvrit et forcément, il y a de la violence. Parce que je vous ai dit l'autre fois, un pays commence à subir la guerre civile que lorsqu'il devient pauvre. Hein. Un pays riche, dans un pays riche, il n'y a jamais de violence. Il y a très peu de violence. Bon, évidemment, il y a toujours des timbrés, des psychopathes, des gens mentalement dérangés qui tuent des gens, mais ça, c'est des meurtres un peu spéciaux ou des crimes passionnels. Ça a toujours existé, ou des meurtres dans les familles, mais pas des gens qui tuent.